J'ai le plaisir d'accueillir Audrey Dussoutour qui prend la main sur ce joli symposium du temps de l'évolution. Audrey est chercheuse au CNRS. Elle est éthologue avec un T et un H, c'est-à-dire qu'elle est spécialiste du comportement animal. Elle a beaucoup travaillé, elle travaille encore sur les insectes sociaux, notamment les fourmis. Elle a beaucoup travaillé sur l'organisation du trafic des fourmis. Elle est aussi très connue et très appréciée pour ses travaux en vulgarisation des sciences, en diffusion des connaissances, comme on le dit, avec ce fameux blob. Je vous demande d'accueillir Audrey Dussoutour. Merci. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'immortalité et un petit peu à la fin du blob. Alors, qui n'a pas rêvé d'immortalité ou de trouver la fontaine de jouvence ? Alors l'immortalité, c'est un thème qui est récurrent dans la science-fiction. Donc on peut voir comme exemple le transhumanisme dans Ghost in the Shell, où on peut transférer un esprit humain dans un robot, ou la pierre philosophale dans Harry Potter, ou le Graal qui promet l'éternelle jeunesse. Mais la réalité ne déçoit pas non plus. On a tous été en quête d'immortalité à un moment donné, et les gens ont été prêts à faire tout et n'importe quoi. Transfusion sanguine d'un jeune à une personne âgée, greffe de testicules, crème de prépuce, on a vraiment tout vu, même des gens qui ont été prêts à manger des momies pour essayer de rallonger leur vie. Alors, pour finalement arriver à atteindre l'immortalité, il faut dompter la mort. Alors, il faut savoir que 60 millions d'êtres humains meurent par an. Il y en aura 3000 à la fin de cette conférence, et j'en suis désolée. Alors, de quoi meurt-on ? Les causes sont variées. Donc la première, par exemple, des causes, c'est la maladie. Il faut savoir que plus de 3 millions d'êtres humains, finalement, meurent de maladie. On en a 1 million qui meurent du sida, 1 million de la tuberculose, 600 000 de la malaria, 250 000 de la méningite. On meurt aussi souvent d'accidents. Là aussi, on a énormément de morts dus à l'accident, 3 millions de gens qui meurent par an d'accidents, souvent stupides. Et on a aussi des morts qui sont dues à d'autres êtres vivants. 1,5 million de gens meurent dus à l'arrivée d'un être vivant. Il faut savoir que sur ces 1,5 million, 600 000, c'est les moustiques. 600 000, c'est d'autres êtres humains. 13 000, les chiens. 10 000 de petits escargots et seulement 4 personnes par an mourront des dents d'un requin. Donc finalement, vous êtes beaucoup plus dangereux qu'un requin, pour moi. Alors on peut aussi mourir de catastrophes écologiques, c'est le cas de 60 000 personnes par an, mais il faut savoir que 5 millions de personnes meurent des causes liées à la pollution. Une autre cause de la mortalité, c'est la malnutrition. Alors, il faut savoir que 300 000 personnes par an meurent parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Alors ça, il faut savoir que sur la planète Terre, il y a 1 personne sur 10 qui ne mange pas à sa faim. Or, il y a 1 personne sur 10 qui souffre d'obésité. L'obésité tue plus de 5 millions de personnes par an. C'est kafkaïen comme problème. On a d'un côté des gens qui mangent trop et qui en meurent, et d'un côté des gens qui n'ont pas assez à manger et qui en meurent aussi. Mais il faut savoir que sur ces 60 millions d'humains qui mourront par an, 50% ce sera après l'âge de 70 ans et ce sera lié au vieillissement. Parce que le problème de l'immortalité, le problème à dompter réellement, c'est le vieillissement. Donc bien sûr, pour tous les êtres vivants, les causes vont varier en importance. Donc si on regarde le taux de mortalité de l'humain, par exemple, vous avez ici sur l'axe des abscisses le nombre d'années et le taux de mortalité. Vous pouvez voir que quand vous êtes jeune, il ne va rien vous arriver, votre taux de mortalité est relativement bas. C'est seulement après 70 ans qu'on va avoir une emballée, c'est ce qu'on appelle le vieillissement. Si on regarde notre cousin, par exemple le chimpanzé, vous voyez que son taux de mortalité n'a rien à voir. Lui, tous les jours, il se lève et il a un peu plus de chances de mourir que la veille. Son taux de mortalité augmente linéairement. Le crocodile, par contre, a un taux de mortalité qui est relativement stable, c'est-à-dire qu'on a une chance à peu près équivalente tous les jours de mourir chez les crocodiles.
Et chez les abalones, par exemple, finalement, le taux de survie, lui, va diminuer au cours du temps. Il est beaucoup plus difficile, finalement, de survivre quand elles sont jeunes que quand elles sont plus âgées. Donc ces profils ne changent pas, la phylogénie n'a pas d'influence sur ces profils. Si on regarde par exemple ce profil qu'on va retrouver chez l'homme, on va aussi le retrouver chez des organismes comme ici les tourneaux de Rothschild, ou le guppy, ou bien la puce d'eau. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un hominidé. Et si on regarde le profil du chimpanzé, on va le retrouver chez les poux, que vous trouvez sur votre tête, chez des hirondelles et chez les boutons d'or. Et si on regarde chez les crocodiles, on va avoir la même chose. On va retrouver le même profil chez les marmottes, chez les gobe-mouches et chez l'hydre de mer, qui, elle, a vraiment un taux constant de mortalité, un taux de mortalité qui est constant avec le temps. Et la baleine va avoir le même, finalement, profil que les algues, la tortue du désert ou bien la mangrove. Alors vous pouvez voir aussi que la durée de vie ne dépend pas finalement de votre origine phylogénétique, parce que vous pouvez vivre 48 jours chez la puce d'eau jusqu'à 14 siècles pour l'hydre. Et vous avez des durées de vie très importantes aussi chez les mangroves. Alors, il y a certains êtres vivants qui trichent et qui ne sont pas dans ces profils. Il y en a deux. Il y en a un, c'est la méduse, une petite méduse qui s'appelle Turritopsis. Celle-ci, elle est capable de rajeunir. Quand les conditions sont mauvaises, cette méduse va finalement revenir au stade adolescent, le polype. Et elle va pouvoir faire ça éternellement. On va la surnommer la méduse immortelle. La deuxième, c'est un petit scarabée qui nettoie la plupart du temps les cadavres, qui lui aussi, à l'état larvaire, peut remonter dans le temps jusqu'au plus petit stade larvaire. Et il peut faire ça plusieurs fois dans sa vie. En réalité, ce scarabée vit 8 semaines, mais si vous le privez de nourriture, il va pouvoir vivre jusqu'à 2 ans en rajeunissant un petit peu chaque jour. On l'appelle le scarabée Benjamin Button. Alors voici, en termes de records, vous pouvez aller voir que dans la nature, on trouve toutes les possibilités. Les éphémères, par exemple, à l'âge adulte, ne vont pas survivre plus que quelques heures. Les requins et les palourdes, un demi-millénaire. Et vous avez des arbres et des éponges qui vont pouvoir vivre plusieurs millénaires. Le record, c'est une bactérie qu'on a trouvée au fond des océans et qui vit depuis plus de 100 millions d'années. Je ne sais pas si vous imaginez. Il y a aussi des êtres vivants qui trichent, encore une fois, et qui rentrent en dormance. Et donc c'est le cas de ce petit ver qui, par exemple, a été trouvé dans le permafrost. Et une fois qu'on l'a réveillé, on s'est aperçu qu'il avait 42 000 ans. C'est aussi le cas de cette petite levure ici, trouvée dans l'ambre, qui a 45 millions d'années et qui est maintenant utilisée aux États-Unis pour faire de la bière. Donc vous pouvez boire de la bière fossile aux États-Unis. Et le plus vieil être vivant, c'est cette bactérie qui a été trouvée dans le permafrost, qui est âgée de 500 millions d'années, qui était en complète dormance et que les chercheurs ont réussi à raviver. Alors, nous, êtres humains, on le sait très bien, nous ne sommes pas immortels, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Nos cellules peuvent l'être, et en particulier des lignées de cellules cancéreuses. Donc, je vais vous parler ici d'une lignée de cellules cancéreuses qui s'appelle ELA, qui avait été en fait prélevée chez une dame qui s'appelait Henrietta Lacks, qui souffrait d'un cancer de l'utérus. Ces cellules sont élevées en laboratoire depuis 1951 et ne montrent aucun signe de vieillissement. Elles se multiplient et ne meurent pas. Alors pourquoi des cellules cancéreuses peuvent comme ça se multiplier et se montrer immortelles alors que nos cellules de la peau meurent ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la limite de Hayflick. C'est Léonard de Hayflick qui a trouvé la raison pourquoi nos cellules finalement finissent par mourir. C'est qu'il y a une limite au nombre de divisions qu'une cellule peut faire. Donc vos cellules vont se diviser, maximum finalement entre 50 et 70 fois. Au-delà de cette limite, elles finissent par mourir. Il faut savoir que cette limite varie selon les organismes. Les tortues des Galapagos peuvent aller jusqu'à 120 divisions, alors que la souris ne fera, elle, que 15 divisions. Alors pourquoi nos cellules ne peuvent pas se diviser plus ? Eh bien là, la réponse, on l'a trouvée chez un tout petit organisme qui s'appelle Tetrahymena thermophila. Alors Elizabeth Blackburn, qui a travaillé sur cet organisme toute sa vie, trouve qu'il ressemble à ce fameux personnage Mana Mana. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson du Muppet Show. Et donc Tetrahymena, c'est un cilié, c'est un organisme unicellulaire tout petit qui a des petits cils vibratiles qui lui permettent de nager, d'où son nom de cilié.
Et cet organisme, il a une particularité. Si vous regardez sur cette image, vous voyez un gros noyau bleu et un tout petit noyau bleu. Donc c'est un unicellulaire, mais il a 2 noyaux. Le petit noyau permet la transmission de l'information génétique d'une génération à l'autre. Le gros noyau, lui, assure la synthèse protéique, le fonctionnement de la cellule. Cette cellule peut se diviser de façon végétative, c'est ce qu'on appelle la fission. Donc vous allez voir cette cellule, finalement, elle va grossir, on va avoir un dédoublement du micronoyau, chacun va migrer d'un côté, et là on va avoir la formation de 2 cellules. Le macronoyau, lui, ne se duplique pas, il se partage simplement en 2. Et Elizabeth Blackburn remarque que quand la nourriture est abondante, ces cellules se divisent, mais à un certain moment, comme nos cellules de peau, elles arrêtent de se diviser. Et donc, elle a essayé de comprendre pourquoi. Et chez cet organisme, elle a observé les chromosomes. Il faut savoir que dans le micronoyau, on a 5 paires de chromosomes, alors que dans le gros noyau, on a ces 5 paires, mais qui sont coupées en plein de petits morceaux. En fait, la cellule fait des backups, elle coupe les chromosomes en petits morceaux et fait des tas de copies. Ça fait que chaque gène a au moins 500 copies de lui-même. Et du coup, dans le gros noyau, on a des milliers et des milliers de petits chromosomes. Et c'est en regardant ces petits chromosomes qu'elle s'est aperçue que l'extrémité de ces chromosomes réduisait à chaque division. Cette extrémité, c'est ce qu'on appelle des télomères. Alors les télomères, pour imaginer ce que c'est, vous imaginez vos lacets, et le bout, vous savez, qui ferme vos lacets, qui permettent que le lacet ne s'effiloche pas. Mais c'est la même chose. Les télomères, ils protègent vos chromosomes. Ce sont des cellules non codantes répétées, et qui, à chaque division, vous en perdez un morceau. Alors pourquoi vous en perdez un morceau? Il faut imaginer que l'enzyme qui réplique votre ADN à chaque division, elle est assise sur l'ADN, comme un train sur un rail. Donc finalement, elle ne peut pas dupliquer la partie sur laquelle elle est assise. Et chaque fois, du coup, vous allez perdre un petit morceau. Et au bout de 50 divisions, vous allez arriver à la fin du télomère et à l'ADN codant. Et là, vous allez finir par perdre de l'information génétique et votre cellule va finir par mourir. Mais là, Elisabeth fait une observation malencontreuse. Elle oublie à un moment donné de donner à manger à ses tétrahyménas. Et là, elle s'aperçoit que finalement, ils continuent à se diviser. Donc, il se passe quelque chose à ce moment-là. Il faut savoir que cet petit organisme, quand il est placé dans un milieu où il n'y a plus de nourriture, il ne fait plus de reproduction végétative, mais il fait de la reproduction sexuée. Alors, comment ça marche la reproduction sexuée chez Tetrahymena? Alors là, il faut bien vous accrocher, c'est un petit peu compliqué. Alors, vous voyez ici Tetrahymena, on va ouvrir Tetrahymena, et donc vous avez le gros noyau et le petit noyau. Les 2 cellules qui se sont rencontrées de sexe opposé, vous voyez, se mettent en jonction. Les petits noyaux font une méiose, c'est-à-dire qu'on a une formation de gamètes. Et là, on va avoir un échange, vous voyez, là, ils se coupent, et on va avoir un échange des noyaux entre les 2 cellules. Ces 2 noyaux, une fois échangés, vont fusionner avec celui de la cellule, et vous allez avoir un brassage de l'information génétique. C'est ce qu'une reproduction sexuée, un petit peu comme chez nous. Et vous allez après, ensuite, avoir la division de ces noyaux, une mitose, et ces noyaux vont reformer le gros noyau et le petit noyau. Et l'ancien matériel génétique finit par disparaître. Alors il faut savoir que la reproduction sexuée chez Tetrahymena est assez compliquée. Et elle est encore plus compliquée parce qu'il y a 7 types sexuels chez Tetrahymena. Et que le sexe est déterminé complètement aléatoirement. C'est-à-dire qu'après la reproduction, c'est le gros noyau qui décide de quel sexe va être la cellule. Et c'est un petit peu comme la roulette russe. Finalement, ils ont des gènes qui codent pour les 7 sexes et il en détruit 6 au hasard. Et c'est ce qui va déterminer le sexe de la cellule. Alors, on pense que parfois la reproduction c'est compliqué chez l'être humain, mais chez Tetrahymena c'est beaucoup plus compliqué. Mais ce qui est assez rigolo dans cette histoire, c'est qu'une fois qu'il a fait une reproduction sexuée, il peut continuer à se diviser. Pourquoi? Elizabeth Blackburn regarde à nouveau les chromosomes et là, qu'est-ce qu'elle voit? Les télomères se sont allongés, les extrémités des chromosomes. Et ceci parce qu'il y a une enzyme à l'intérieur qui s'appelle la télomérase qui, une fois la reproduction sexuée enclenchée, est activée et va commencer à retricoter les télomères. Mais c'est seulement si le tétrahymena s'adonne à une vie sexuelle. Donc il est récompensé pour son brassage génétique et il a accès à cette enzyme qui va retricoter ses télomères et qui va faire que la cellule va pouvoir continuer à se diviser. Alors bien sûr, elle a eu le prix Nobel quand elle a découvert cette enzyme et tout le monde a cru qu'ils avaient trouvé la fontaine de jouvence. Et donc il y a eu des crèmes à la télomérase, etc. Parce que clairement, si on pouvait rallonger finalement nos chromosomes, nos cellules pouvaient continuer à se diviser.
Le problème, c'est comme tout, un petit peu ça va, quand il y en a trop, ça ne va plus du tout. Il y a un côté obscur à la télomérase. La télomérase est en effet responsable des cancers. Les cellules cancéreuses, ce sont souvent des cellules qui ont vieilli et qui ont trouvé le moyen de synthétiser de la télomérase et de se multiplier à outrance. Donc si vous commencez à prendre des cachets de télomérase, vous allez une grande probabilité de provoquer en vous-même finalement des cancers. Donc la télomérase est une partie de l'histoire, mais clairement pas la solution de l'immortalité. Alors, il n'y a pas que la télomérase qui est un problème au niveau de vos cellules. Là, je vous parlais des télomères, mais pendant le vieillissement, il y a d'autres processus qui rentrent en jeu. Par exemple, à chaque division, votre ADN qui se réplique, il fait des erreurs. Il faut dire que c'est des milliers et des milliers de kilos de base, donc il fait des petites erreurs qui vont créer des mutations. De même, l'épigénétique, donc les petites molécules qui se mettent sur l'ADN, ne sont pas remises exactement au même endroit après chaque réplication. De plus, vos mitochondries, qui sont finalement vos petites usines à l'intérieur de la cellule qui vous fournissent l'énergie, elles aussi ont un ADN qui se retrouve muté au fil des divisions. Elles commencent à produire ce qu'on appelle du stress oxydatif. Et ça, c'est très mauvais pour la cellule. De plus, comme votre ADN accumule des mutations, vos protéines, qui sont codées par ces ADN, sont mal repliées. Et du coup, elles s'accumulent dans vos cellules. C'est par exemple ce qui arrive dans la maladie d'Alzheimer. Et vous avez toujours un petit peu des organites à l'intérieur de la cellule qui sont là normalement pour réparer. Les isosomes pour réparer les mitochondries, les protéasomes pour détruire ces protéines qui sont mal repliées, les peroxysomes pour détruire ce stress oxydatif. Or, si vous en avez trop, au bout d'un moment, même eux sont dépassés, et il y a des effets boule de neige qui se mettent en place, votre cellule vieillit. Sauf que votre cellule, elle ne vieillit pas toute seule dans son coin. Une fois qu'elle vieillit, elle commence à balancer des signaux dans l'environnement, ce qu'on appelle des cytokines, pour dire au tissu, je suis en train de vieillir, et elle provoque le vieillissement des cellules d'à côté. Donc vous avez en plus une amplification du vieillissement dans vos tissus. Et donc vos cellules, il faut savoir que vous en perdez 20 milliards par jour. Vous avez 100 000 milliards de cellules, 20 milliards meurent par jour. Alors vos cellules ont différentes durées de vie. Alors par exemple, celles qui vivent le moins longtemps, c'est celle de votre tube digestif, quelques jours. Mais il faut savoir qu'une cellule de peau, c'est 45 jours. Un globule rouge, c'est à peu près 120 jours. Un globule blanc, plusieurs années. Les os, une dizaine d'années. Et bien sûr, vos neurones qui, eux, peuvent survivre toute la vie. Et vos cellules, une fois qu'elles meurent, en plus de mourir, elles empoisonnent tout le monde autour. Elles explosent et là, c'est la cata, vous perdez aussi toutes les cellules qui sont autour. Donc c'est un vrai problème. Donc finalement, mettre de la télomérase pour avoir des cellules qui continuent à se diviser, mais alors qu'elles accumulent des erreurs, c'est peut-être pas une bonne idée. La bonne idée serait peut-être juste de remplacer ces cellules qui sont vieillissantes. Et ça a été toute la théorie des cellules souches. Vous en avez tous entendu parler. Alors les cellules souches, ce sont des cellules qui, comme les cellules cancéreuses, ont de la télomérase qui est active et qui peuvent se diviser. Or, ces cellules qui ont la télomérase active se retrouvent que dans les embryons. Une fois que ces cellules souches passent dans l'organisme adulte, elles perdent leur totipotence. Et aussi, elles perdent l'activité de leur télomérase. Donc comment faire ? Il y a un organisme qui, lui, a réussi à faire un hold-up de ces cellules souches. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est l'hydre. Alors l'hydre, c'est un petit organisme marin qu'on va voir juste après. Il doit son nom à l'hydre de Lerne, qui était un des 12 travaux de Hercule. En fait, à chaque fois qu'Hercule faisait face à l'hydre, il coupait une tête et elle repoussait automatiquement. Et c'était donc un organisme immortel. Donc l'hydre, en réalité, à quoi ça ressemble ? Voici à quoi ça ressemble. C'est un petit organisme qui fait partie des cnidaires, donc un petit peu un cousin des méduses. Et donc vous voyez qu'il est fait d'un corps avec une tête avec des tentacules. Chaque tentacule est équipé de cellules urticantes. À l'intérieur de chaque cellule urticante, vous avez un système de petits harpons qui baignent dans du poison. Dès que la proie touche, ces harpons sont lancés. Le venin également, la proie est paralysée. Sauf qu'à chaque fois qu'elle se lance, cette cellule, elle meurt. Elle a une utilisation que d'une fois. Donc il faut bien sûr la remplacer, et ce que fait l'hydre. Et autour de ces tentacules, vous voyez que vous avez un orifice, c'est à la fois la bouche et l'anus. Ben oui, il fallait bien qu'il paye son immortalité à un moment donné, donc il ne peut pas être chanceux tout le temps. Donc il va en effet manger par là, et tout va ressortir 2 jours plus tard par le même orifice. Alors il faut savoir que l'hydre a une capacité de régénération qui est assez incroyable. C'est un organisme qui se reproduit par bourgeonnement. Donc en fait, vous avez des petites excroissances qui commencent à pousser sur le côté.
Et en fait, ces petites excroissances se transforment en hydre. Vous avez un pied avec une tête, et une fois que c'est terminé, pof, ils se détachent. Et elles peuvent faire comme ça des fragments tous les 2 jours. Donc vous imaginez la multiplication de cet hydre. Encore plus incroyable, vous prenez votre hydre, vous la coupez en 2, la tête va faire repousser le pied, et le pied va faire repousser la tête. Pire encore, vous prenez votre hydre, vous la mettez dans un mixeur. Faites le bordel. Vous reprenez toutes vos cellules, vous les mettez dans un petit aquarium, et vous allez avoir plein d'hydres. En fait, il suffit d'un amas de cellules chez l'hydre pour pouvoir reproduire un hydre entier. Pourquoi ? Quand on regarde de près cet hydre, dans son tissu, entre l'ectoderme et l'endoderme, on trouve des cellules qu'on appelle des cellules interstitielles, qui sont des cellules souches totipotentes, qui peuvent se différencier dans n'importe quel tissu et qui peuvent se régénérer complètement tout le temps. Ce qui fait que l'hydre peut vivre plusieurs siècles. Alors là, pareil, la couverture du Times, on a trouvé la fontaine de Jouvence. Et vas-y, je mets des crèmes avec des cellules souches. Là, c'est la même chose que la télomérase. Un petit peu de cellules souches, c'est bien. Trop, ça devient un petit problème. Alors, il faut savoir que, par exemple, il y a une patiente qui s'est injectée des cellules souches dans les paupières pour gommer les signes de vieillissement. Et elle a eu un os qui a poussé dans l'œil. Donc, il faut éviter, quand il y a des choses comme ça qui sortent, de faire tout et n'importe quoi. Un petit peu, c'est bien. Trop, c'est pas bien du tout. Alors, on va revenir à un autre organisme qui est aussi comme l'hydre et comme le petit tétrahyména, qui pourrait être qualifié d'immortel biologiquement, c'est le blob. Alors, est-ce que vous avez entendu parler du blob ? Le blob, c'est un film de 1958, le premier film de Steve McQueen, et de loin pas son meilleur. Mais en réalité, c'est le nom que j'ai donné à un organisme. Alors, cet organisme, il a eu son heure de gloire dans les années 70 aux États-Unis, quand il y a une dame qui le trouve dans son jardin. Elle trouve une petite masse comme ça, jaune. Elle trouve ça absolument dégoûtant. Elle prend un râteau et elle l'éclate dans son jardin. Le lendemain, elle revient. La chose est toujours là, mais elle a doublé de taille. Donc là, elle commence à pulvériser avec des insecticides. Le lendemain, elle revient. Le blob, il fait la taille d'une pizza. Donc là, elle dit « j'ai besoin d'aide ». Elle appelle les pompiers qui pulvérisent la chose avec une lance. Le lendemain, le blob fait 1 mètre carré. Donc là, on est dans les années 70, au Texas. Elle appelle la police. La police, qu'est-ce qu'elle fait ? Bien sûr, on est aux États-Unis. Elle tire sur le blob. On a un blob avec des trous. Mais finalement, le jour d'après, il fait 2 mètres carrés. Et donc là, Marie raconte qu'elle tombe complètement dans la dépression. Elle se dit, cette chose va ruiner mon jardin. Mais bizarrement, du jour au lendemain, il disparaît. Alors là, il n'en fallait pas plus dans les années 70 pour dire qu'elle avait été visitée par un alien. D'où le nom du blob du film. Mais en réalité, le blob, c'est quoi ? Alors, parce que ça, c'est un organisme qui rampe dans vos forêts. Vous pouvez aller en voir dans la forêt de Fontainebleau, par exemple. Alors ça, c'est une question qui a animé les scientifiques pendant très longtemps. Ils se sont beaucoup battus. Alors au départ, jusqu'au XVIIe siècle, tout le monde dit « Ah, c'est une plante ». Il faut dire qu'à l'époque, on était soit plante, soit animal, mais pas plus que ça. Puis il y a d'autres scientifiques qui ont dit « Ah non, je pense que c'est un champignon ». Puis il y en a qui disent non, je pense que c'est un croisement entre un champignon et un animal. Bref, ça a été longuement débattu et c'est que dans les années 90 qu'on a su placer le blob. Donc voici où on le retrouve. Donc vous êtes ici, là c'est les animaux. Vous pouvez voir que nos ancêtres communs sont les champignons si on remonte dans le temps. Et là vous avez un groupe qui s'appelle les amébozoaires. Les amébozoaires, et c'est là où on va trouver le blob. Donc un petit peu de classification pour mieux comprendre où se trouve le blob. Si on classe l'être humain, nous on fait partie du règne animal. Le règne animal, les éponges, vous voyez, vous avez des insectes, des grenouilles, etc. Et dans ce règne des animaux, on fait partie de la classe des mammifères. C'est 5500 espèces. Et vous avez tout type de mammifères, des baleines, des rongeurs, etc. Et dans cette classe des mammifères, chaque organisme a un nom d'espèce. Et nous, vous savez, c'est Homo sapiens. Voici 2 exemplaires d'Homo sapiens. Non, mais on en a aussi des biens. Hein. On n'a pas que du pas bien. Ça, c'est la classification de l'être humain. Si maintenant, on regarde la classification du blob, il fait partie d'un règne qu'on appelle les amébozoaires. Vous en avez sûrement peut-être jamais entendu parler. C'est des organismes qui sont un peu informes et qui se déplacent avec des pseudopodes comme ça. Et il fait partie d'une classe qu'on appelle les myxomycètes ou champignons gluants,
qui regroupe plus de 1000 espèces, mais normalement, on pense qu'il y en a 10 000. C'est qu'il y a très peu de gens qui étudient les myxomycètes. Et là, comme chez les mammifères, vous allez trouver une grande variété de formes et de couleurs. L'espèce sur laquelle je travaille, c'est Physarum polycéphalum, autrement surnommé le blob. Alors le blob, il apparaît sur Terre à peu près il y a 1 milliard d'années. Donc c'était avant les champignons, avant les premiers animaux, les éponges, et bien sûr avant la quintessence, l'émergence de l'être humain, bien avant, 1 milliard d'années. Donc où est-ce qu'on peut trouver le blob? Donc si vous voulez sortir après cette conférence et chercher du blob, bon là il fait un petit peu frais, mais vous allez le trouver dans les feuilles mortes ou sur les arbres, vous voyez sur la souche des arbres, toujours à l'ombre parce que le blob déteste la lumière. Mais parfois on peut le trouver dans des endroits un petit peu plus particuliers. Donc par exemple, on m'a envoyé ces photos récemment, là c'est un blob dans une salle de bain, là c'est un blob sur une barrique de vin, et encore plus bizarre, ici c'est au Québec, et vous avez un blob à l'entrée d'une maison façon témoin de Jéhovah qui est là sur le palier, vous voyez. Et donc on peut les trouver parfois à la lumière, mais ici ce que vous voyez en fait c'est un myxomycète qu'on appelle Fuligo septica ou dog vomit en anglais ou caca de luna en espagnol. Alors nous on est des poètes, en France on l'appelle la fleur de thym. Donc on peut trouver le blob un peu partout. Si on regarde son cycle de vie, ça commence par une spore qui va germer une fois qu'elle sera mise dans un milieu un peu liquide. Et vous allez avoir ce qu'on appelle une petite amibe haploïde, donc c'est comme une gamète, qui va avoir deux petits flagelles qui vont pousser. Ensuite, elle va chercher une autre amibe du sexe opposé. Ce qui est facile, il y a 720 sexes différents chez le blob. Il faudrait vraiment qu'elle n'ait pas de bol pour tomber sur une amibe qui a le même sexe. On a fusion, et là on a une formation d'une amibe qui va commencer à manger des bactéries. Donc vous allez voir, c'est les petits bâtonnets que vous voyez sur cette vidéo. Et donc elle va grossir. Cette amibe, elle va grossir. Là, elle est microscopique, vous ne la voyez pas à l'œil nu, mais elle grossit. Et finalement, elle va rentrer dans le visible. Vous allez pouvoir la voir à l'œil nu. Et elle va grossir. Elle va passer sur les troncs d'arbres comme ça. Et elle va se mettre à sporuler. Et on aura bouclé le cycle. Donc vous voyez ici la sporulation. Donc, vous avez la formation des sporanges qui vont tourner au noir. Et chaque sporange va libérer des milliers de spores. Donc si on résume un peu, nous c'est 100 000 milliards de cellules, comme je vous ai dit, 23 paires de chromosomes dans chacune de nos cellules, 20 000 gènes. Et nous, pour arriver à 100 000 milliards de cellules, on fait de la mitose, c'est-à-dire de la division cellulaire. Le blob, lui, c'est une seule cellule, 40 paires de chromosomes, 34 000 gènes. Alors lui aussi, il fait de la mitose, mais il ne la finit pas complètement. Donc en réalité, lui, il n'y a que son noyau qui se divise. Alors il faut savoir que les noyaux du blob se divisent toutes les 8 heures de façon synchrone toute sa vie. Donc vous imaginez, toutes les 8 heures, le blob, lui, va doubler de taille. Et donc vous pouvez faire des blobs géants. Donc par exemple, ici, c'est un blob de 10 mètres carrés enregistré dans le Guinness des records qui a été offert à un professeur qui partait à la retraite. Alors l'histoire ne dit pas qu'est-ce qu'il a fait avec ce blob géant, mais il faut savoir qu'avec cette croissance démesurée, il faudrait juste 1 mois et 24 jours pour que le blob couvre la surface de la Terre. En termes, parce que vous imaginez 8 heures, vous multipliez. Donc le blob, c'est assez intéressant parce que c'est une cellule qui a été difficile à classer parce qu'elle se déplaçait. Au début, on croyait que c'était un champignon parce qu'elle faisait des spores, mais elle se déplace dans l'environnement. Bon, elle ne se déplace pas super vite, 1 cm à l'heure, grand maximum. Et comment elle se déplace, cette cellule? Si on regarde de près, on va avoir un système veineux. Et si on regarde ce système veineux de près, on va voir qu'il y a le cytoplasme, le liquide intracellulaire, qui se déplace à l'intérieur. Et si on regarde bien, si on observe bien ce fluide, on voit que la circulation s'intervertit toutes les minutes 30. Alors, il ne faudrait pas que ça nous arrive dans notre système vasculaire, parce qu'on aurait des petits soucis. Mais chez lui, vous voyez ce système de navette, comme ça. Et ce système de navette, il est dû à la contraction de ces veines. Alors ces veines se contractent parce qu'il y a des fibres d'actine et de myosine, comme dans vos muscles, les mêmes fibres musculaires, qui en fait pressent les veines comme ça et qui poussent le liquide. En poussant le liquide, le blob pousse sa membrane. Et en fait, il se pousse, son corps est poussé vers l'avant. C'est pour ça qu'il n'avance pas très très vite. C'est un système où il avance et il recule, il avance et il recule. Donc. Et ça va lui permettre de former des petits pseudopodes. Donc c'est ce que vous voyez ici, ces petits doigts, ce sont des poussées comme ça de liquide. Alors, il rampe après quoi? Il rampe après sa nourriture, comme tous les organismes vivants, il a besoin de manger. Donc ici, c'est une vidéo qui dure en réalité 24 heures. On lui a donné 2 champignons de Paris.
Et vous pouvez voir qu'au début, il marche dessus, donc ça paraît assez inoffensif. Puis finalement, très très vite, les champignons, il n'en reste plus grand-chose. Vous voyez qu'il y a le liquide qui sort, parce qu'en fait, il peut compresser même avec ses fibres un peu musculaires. Et donc, ces 2 champignons, après 24 heures, il n'en reste plus rien. Alors, il faut savoir qu'au laboratoire, c'est un peu compliqué d'avoir des champignons. Donc, il y a un chercheur qui a fait une découverte assez hallucinante. Le blob adore les flocons d'avoine. Mais quand je dis il adore ça. Il mange sa portion tous les jours au laboratoire. Et donc, vous voyez ici, c'est une vidéo qui fait à peine 20 heures et on voit que le blob a doublé de taille. Il est allé vers les flocons d'avoine et il a doublé de taille. Et donc, une fois qu'il a fini tous ces flocons d'avoine, en tant que chercheur, là, c'est le moment de le transférer de boîte. Pourquoi ? Si vous ne transférez pas vos blobs, voici ce qu'il arrive. Donc là, on a mis une petite webcam, vous voyez, dans sa petite chambre. Et là, on ne vient pas le week-end. Et voilà ce qui se passe. Parce que là, il trouve ses petits congénères, il est content. Alors nous, on est beaucoup moins contents parce que c'est très difficile à récupérer le blob qui s'est échappé. Puis il commence à monter sur les murs. Ça fait un petit peu comme la fontaine de Jouvence, d'ailleurs. Alors le blob, c'est assez incroyable parce que comme l'hydre, vous pouvez le couper en petits morceaux. Et comme l'hydre, ces petits morceaux sont complètement autonomes une fois que vous les posez. Parce qu'en fait, comme le blob a des milliards de noyaux, vous êtes sûr d'avoir toujours un petit peu d'un patrimoine génétique. Et du coup, le blob peut se débrouiller tout seul. Et si vous mettez 2 morceaux de blob côte à côte, ils vont fusionner, ce que ne fait pas l'hydre par contre. Le blob, lui, si vous mettez 2 petits morceaux comme ça, ils vont automatiquement fusionner. Et ce qui est assez intéressant chez le blob en termes d'immortalité, c'est ce comportement-là. Quand votre blob est vieux, parce que votre blob vieillit, cette cellule accumule aussi des problèmes de mutation, etc. Mais si vous l'endormez, c'est-à-dire vous la placez sur un petit bout de papier, légèrement humide, et vous lui donnez plus du tout à manger, le papier va sécher et le blob va rentrer en dormance. Il va former ce qu'on appelle une sclérote. Et cette sclérote, vous pouvez la garder pendant des années. Vous la mettez dans un tiroir et vous l'oubliez. Si vous prenez cette sclérote des années après et vous mettez une petite goutte d'eau dessus, vous allez voir, votre blob va se réveiller. Et quand il se réveille, il ne montre plus ses signes de sénescence, comme s'il avait réussi à remonter dans le temps. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que nous, on a réussi à entraîner ces blobs à apprendre quelque chose et réussi à démontrer que même pendant ce passage à la dormance, il ne perdait pas sa mémoire. Donc ça, ce n'est pas juste de la régénération et on a une nouvelle cellule. Cette cellule a gardé de l'information apprise avant de rentrer en dormance. Mais heureusement pour nous, le blob, il double de taille, etc. Mais comme les autres organismes vivants, il y a des conditions extérieures, il vit dans un environnement, il n'est pas tout seul, à part dans notre laboratoire où il est à peu près safe. Mais en réalité, sa vie, c'est plutôt ça. Il est sur un tronc d'arbre, il sporule lentement et il a aussi, comme nous, des prédateurs. Heureusement, sinon on aurait du blob un petit peu partout quand même. Donc finalement, qu'est-ce que la mort ? Est-ce qu'un organisme finalement qui va bourgeonner comme l'hydre ou le blob, finalement, est-ce qu'il est immortel ? Est-ce qu'on a le même individu au départ et à l'arrivée ? On peut se poser la question, par exemple, à cet exemple, la colonie Pando. Vous voyez, c'est des arbres en fait qui se clonent eux-mêmes. Donc finalement, le clone original est mort depuis longtemps, mais ses racines étaient connectées avec ses autres clones. Finalement, est-ce qu'il a gardé l'histoire de l'être initial ou pas ? On peut se poser la question, une question philosophique ici, est-ce qu'on a vraiment un cas d'immortalité ? De même, quand le blob se régénère, est-ce que c'est le même blob qu'au départ ? Par exemple, il faut savoir que l'hydre, elle va pouvoir se régénérer tous les 2 mois, toutes les cellules. Est-ce que finalement, on a la même hydre qu'au départ ? Si on faisait la même chose sur l'être humain, est-ce qu'on aurait le même être humain qu'au départ ? Si on découvrait le secret de l'immortalité, je vous ai mis une petite simulation. Donc ici, vous avez les années et ici, le nombre d'humains. En 2120, donc dans un siècle, on serait 60 milliards. Donc ça serait quand même finalement peut-être un problème d'être immortel. Puis en plus, on devrait empêcher les gens d'avoir des enfants, il n'y aurait plus d'enfants. Donc ce serait assez compliqué. Et il y a beaucoup d'auteurs aussi qui disent qu'on s'ennuierait beaucoup si on était immortel. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce film de Jim Jarmusch, où c'est 2 vampires qui s'ennuient désespérément. Parce qu'en effet, être immortel, les gens auraient moins, par exemple, envie de prendre leur voiture. Parce que finalement, quand même, derrière, il y a un gros risque, un risque qui est beaucoup plus grand. Le risque de perdre cette immortalité. Et on finirait peut-être par ne plus rien faire. Donc finalement, la leçon, c'est, est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'essayer de trouver des remèdes pour vivre vieux jeune ? C'est-à-dire d'améliorer cette phase du vieillissement.
Je veux dire, il y a des causes de mortalité comme la faim dans le monde qu'on n'arrive même pas à régler. Alors pourquoi se concentrer finalement sur l'immortalité quand il y a une cause qui est assez facile à régler et qu'on ne règle même pas? Donc finalement, la leçon ici, c'est peut-être qu'on ne devrait pas courir après l'immortalité, mais plutôt apprendre à vivre mieux et bien. Merci beaucoup. Bonjour, bravo. Est-ce que vous avez pu observer un blob, ou est-ce qu'un blob a pu être observé en train de mourir? Est-ce qu'il existe un moyen pour lui de mourir? Oh oui, plein de moyens de mourir pour un blob. À part le prédateur, bien sûr. Il peut mourir de pathogènes, comme nous. Il attrape en laboratoire beaucoup de maladies. En fait, il est infecté par des petits champignons qui lui proviennent, par exemple, de l'avoine. Et il peut mourir de vieillesse, en fait. Si on le laisse et qu'on l'empêche de rentrer en dormance, on va pouvoir voir qu'il va rétrécir, il va arrêter de doubler de taille tous les jours, il va s'oxyder, il va devenir orange très foncé, et même à ce moment-là, si on attend trop, il ne pourra pas rentrer en dormance. Donc en fait, nous, ce qu'on voit, ce qu'on fait au laboratoire, c'est que dès qu'il montre des signes de sénescence, on le fait sécher, et là, par contre, chaque fois qu'il se réveille, il recommence à tripler de taille tous les jours, etc., et on ne voit plus ses effets de sénescence. Ok, merci. Oui, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. J'ai une question simplement. Est-ce que le blob, c'est une seule espèce ou est-ce que c'est une classe avec plusieurs espèces dedans? Et puis, deuxième question, est-ce que c'est un myxomycète ou ça n'a rien à voir? Oui, le blob c'est le surnom que j'ai donné à Physarum polycéphalum, parce que contrairement à la langue anglaise, on n'avait pas de nom pour cet organisme, un nom vernaculaire. Mais du coup, nous, on le surnommait le blob au laboratoire, et finalement, donc, voilà, on l'appelle le blob, mais son vrai nom latin, c'est Physarum polycéphalum. Il fait partie des myxomycètes, et il fait partie d'une famille qu'on appelle les physarales, comme en fait Fuligoseptica, qui est celui qu'on appelle vomi de chien en anglais, qui lui aussi est un petit cousin en fait de Physarum polycéphalum. Mais c'était vraiment juste parce que Physarum polycéphalum c'était difficile à retenir, on l'a surnommé le blob. Mais c'était plutôt une blague au départ, qui est restée. Merci pour votre exposé. J'ai trouvé un peu gonflé le côté de mettre des hommes et des femmes très intelligentes d'un côté. Il y a une question que vous n'avez pas abordée dans la manière de mourir, c'est le suicide. Et aujourd'hui, il y a plus de gens qui meurent de suicide que de crimes de guerre ou de crimes violents réunis. 1,5 million de personnes meurent par an de suicide. Oui, exactement. Et du coup, par rapport à la question de l'ennui face à l'immortalité, je me dis que dans tous les cas, il y aura une solution et peut-être quelque chose au-delà. Quelque chose aussi que vous n'avez pas abordé et qui me semble fondamental dans tout ça, c'est CRISPR par rapport à toutes les possibilités pour arriver à l'immortalité, même si j'aime beaucoup votre conclusion. Tout à fait, j'ai fait des choix. Je ne pouvais pas tout aborder en une demi-heure sur l'immortalité et les solutions. Mais oui, CRISPR-Cas9 pourrait faire partie des solutions puisque c'est une technique d'édition de génome. On pourra en effet, mais il faudrait pour ça trouver les gènes cibles. Parce que on sait actuellement qu'il y a certains gènes qui permettent d'expliquer le vieillissement. On en a trouvé chez C. elegans 3, par exemple, H1, H2, H3. Mais on ne les retrouve pas, par exemple, chez l'être humain. On en a trouvé des différents chez la drosophile. Donc, quel gène éditerions-nous chez l'humain, puisqu'on n'a pas encore, finalement. Donc, on pourrait, par exemple, éditer les gènes qui ont été mutés, mais c'est encore extrêmement difficile d'être aussi ciblé avec CRISPR-Cas9 à l'heure actuelle. Ça vit combien de temps ? Le blob, combien de temps il vit? Il peut vivre éternellement si tu t'en occupes bien. Nous, on les a au laboratoire depuis plus de 70 ans. Donc il est bien plus vieux que moi, le blob sur lequel je travaille. Et on pourrait, à mon avis, le garder encore bien longtemps. Mais il faut bien s'en occuper, parce qu'il est un peu fragile parfois. Petite question. Est-ce qu'on peut manger le blob? Je vous vois pas. Ouais, je suis là-bas. Où ça? Ah, pardon. Est-ce qu'on peut manger le blob? Et est-ce que le blob peut nous manger? Le blob ne peut pas nous manger, clairement pas. Le blob, il mange des bactéries et des champignons dans la nature. Il ne pourra pas nous dévorer. Il pourrait dévorer notre microbiote, à la rigueur. Et est-ce que nous, on peut manger le blob? Moi, je ne vous le conseille pas. Mais Fuligoseptica est mangé dans des communautés. Dans la cordillère des Andes. Physarum polycéphalum, il n'est pas, à ma connaissance, mangé. Et moi, je ne le mangerai pas parce que j'ai vu qu'il pouvait paralyser certains organismes sur lesquels on a testé. Et du coup, je ne m'y amuserai pas.
vous avez montré des endroits où le blob apparaissait. Comment est-ce qu'il apparaît? Par quel, est-ce qu'il est transporté par l'air, par un mécanisme? Alors les spores sont en effet transportées par le vent la plupart du temps. Elles peuvent aussi germiner sur place quand elles sont tombées à côté, mais souvent elles sont dispersées par le vent. Et après, elles vont germiner, et tant qu'elles ne trouvent pas en fait à faire de fusion. Alors vous avez, ça c'est pour la version simple, 90% de la reproduction est sexuée chez Physarum polycephalum, il y a 10% de l'asexuée. Il y a certaines souches qui sont haploïdes et qui peuvent s'auto-régénérer à partir d'une seule spore. Mais normalement, donc, pour la reproduction sexuée, il faut 2 spores. Et donc en fait, une amibe peut se réveiller et rester comme ça, une amibe toute petite, unicellulaire et mononucléée, tant qu'elle n'a pas trouvé finalement de chaussures à son pied. Assez longtemps. On les a gardés très longtemps comme ça en laboratoire. Oui, je voulais savoir si on avait étudié le blob dans des conditions extrêmes de température, de pression, voir si on envisageait de les envoyer sur les prochaines missions spatiales, voir s'il y avait des choses intéressantes à exploiter de ce côté-là. Alors oui, on a des projets avec les gens de Grenoble, le laboratoire d'astrophysique de Grenoble, pour l'envoyer dans l'espace. Alors le plasmode, donc c'est la partie végétative que vous voyez bouger, clairement il n'est pas résistant à rien du tout. Dès que la température est trop haute ou trop basse, il meurt, etc. Par contre, la sclérote, la partie qui est en dormance, elle résiste à toutes les températures, à plus de 100 degrés, au moins 80 sans problème. On a aussi mis dans la centrie, ça passe très bien, on l'a même mis au micro-ondes, et elle peut survivre 15 minutes après un petit passage au micro-ondes. Donc clairement, il pourrait supporter beaucoup le décollage sans problème, mais clairement pas quand il est réveillé. Il faut l'envoyer endormi. Bonjour. Oui, j'avais une question justement un peu en lien avec l'espace et le fait d'envoyer un blob dans l'espace. J'avais déjà testé de mettre un blob dans l'eau. Il est quand même capable de faire un petit peu des réseaux, même s'il a besoin d'avoir une surface de contact avec l'air. Et je me disais que c'était intéressant parce que justement, ça offrait une surface 3D de réseau. Et je me demandais si on pouvait s'imaginer ce qu'il ferait dans l'espace ou si on a déjà des infos un peu dans ce domaine-là. Et non, justement, c'était une de nos principales questions, comment il ferait en fait en zéro gravité. Parce qu'il y a en fait un dilemme, les chercheurs ne sont pas d'accord sur Physarum, comme quoi il aurait des récepteurs à la gravité et d'autres disent qu'il n'en aurait pas. Donc pour l'instant, c'est une question qui est ouverte et ça aurait pu permettre en fait de répondre à ce genre de questions. Mais c'est des missions qui coûtent extrêmement cher et donc pour l'instant, elles sont un petit peu en dormance, celles aussi. Okay. L'état de dormance du blob, pardon. Est-ce qu'il y a eu des études pour le reproduire ailleurs ou des conditions particulières ou c'est vraiment spécifique à lui et il n'y a pas de... Non, d'autres myxomycètes peuvent rentrer aussi en dormance. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver pratiquement chez tous les myxomycètes, cette capacité à rentrer en dormance. Mais il faut savoir que même quand ils forment des spores, tant qu'elles ne germinent pas, elles sont aussi en dormance et on peut garder des spores encore plus longtemps finalement que des sclérotes. Donc en fait, cette forme de dormance, on va la retrouver chez tous ces organismes et ça leur permet finalement de réagir parce que le blob, dès qu'il n'a plus d'humidité, il peut mourir. Donc finalement, c'est très très adapté pour lui de réagir à un assèchement et de rentrer en dormance et d'attendre finalement que l'humidité revienne pour se relancer. Parce que sinon, en fait, le moindre changement pour lui peut lui être fatal en termes d'humidité. D'accord, mais le principe n'est pas extensible à d'autres espèces vivantes, je veux dire... C'est vraiment... Alors, disons que le passage en dormance du blob est assez, en effet, relié au myxomycète. En fait, chez les animaux, vous allez pouvoir avoir des formes d'hibernation, tout ça, mais c'est quand même pas on ne peut pas comparer ça à la dormance chez le blob, par exemple. Bonsoir. Est-ce qu'un laboratoire mal avisé pourrait modifier le blob pour en faire, je ne sais pas, une arme un peu bactériologique ou quelque chose comme ça? Je suis là. Alors, le transformer... à mon avis, il y a encore des étapes à faire, parce qu'il a été séquencé en 2015, mais il est très mal annoté et il n'a pas été assemblé. Donc en fait, c'est des tout petits fragments. Et donc pour l'instant, le peu de gens qui ont essayé de le transformer, et qui ont essayé même de faire du CRISPR-Cas9 dessus, c'est des collègues à moi en Allemagne, ils galèrent vraiment, ils n'y arrivent pas. Donc pour l'instant, personne n'a réussi à transformer le blob. La seule chose, ça a été de la mutagénèse non dirigée, c'est-à-dire on l'a soumis aux radiations, il y a eu des mutations, et donc on a créé par exemple des mutants qui ne peuvent pas se brûler, ou des mutants qui se déplacent moins bien. Mais pour l'instant, on n'a pas été capable de le transformer. Audrey Dussautour, vous serez à l'espace dédicace tout de suite, je crois. Donc on pourra vous retrouver, discuter avec vous. Merci beaucoup pour votre conférence, parce qu'on se rend compte à quel point nos auteurs de fiction sont mauvais et à quel point la réalité est bien au-delà de la fiction. En arrivant ici, je ne m'attendais pas à trouver des monstres aussi terrifiants. Alors je vais juste en donner 2 ou 3 rencontrés pendant votre conférence. Le Tetrahyména, cet organisme unicellulaire à 2 noyaux qui pratique la fission.
cellules qui arrêtent de se diviser au bout d'un moment. On a aussi le vomi de chien, donc il y a même un nom qui dépasse tous les noms d'horreur qu'on a pu voir dans les fictions. On a l'hydre, et enfin on a le blob. Alors le blob, c'est la négation absolue du temps, un machin qui a plusieurs centaines de millions d'années, qui déteste la lumière, qui pratique la sporulation, et qui se déplace en contractant ses veines, et qui en plus a des caractéristiques, on va dire techniques, tellement différentes de ce que nous sommes Homo sapiens, que ça en est d'autant plus monstrueux. Vous nous avez aussi rappelé pendant votre conférence que la réalité de la mortalité, mise en statistique, est très tristement est bien au-delà de tout ce que nous décrivent les pires films d'Hollywood, les pires films de catastrophe. Alors, pour répondre à la question, fiction ou réalité, l'immortalité biologique, la réponse est oui, totalement. On voit bien que ça existe, au moins qu'on s'en approche dans certains micro-organismes. Vous avez adopté, il me semble, 2 approches pour nous présenter l'immortalité biologique. Une approche réductionniste, via les télomères, la télomérase, les erreurs d'épigénétique, nous montrer comment est-ce que la mort peut arriver au niveau de la cellule, et on va dire une approche plus fonctionnelle, en nous montrant comment les cellules souches et le fonctionnement d'un organisme comme l'hydre peuvent amener à l'immortalité. Le blob, et c'est ça qui m'a semblé passionnant dans votre conférence, rassemble ces 2 approches. On a à la fois un organisme unicellulaire, donc qui valide l'option réductionniste, et aussi complètement fonctionnel de lui-même, qui le rend du coup très étonnant. Le blob est caractérisé par le fait qu'il ne termine pas ses mitoses, puisque les noyaux qui se divisent toutes les 8 heures permettent, on a une division des noyaux et pas une division de la cellule en tant que telle. On a enfin cette phase digne de La Belle et la Bête ou d'un film de Disney qui s'appelle la dormance, qui permet de conférer l'immortalité au blob et tout son intérêt. Alors, pour ce qui est de l'immortalité humaine, parce qu'en fait, quand on voit le titre de cette conférence, on pense naturellement à nous, êtres humains, Homo sapiens, vous nous répondez heureusement non. D'ailleurs, on n'a pas très envie d'être immortel quand on voit la tête de l'hydre et ses caractéristiques physiologiques, et quand on comprend votre conclusion et les perspectives que vous avez évoquées. Encore merci beaucoup, Audrey Dussautour, pour votre conférence. Oh.